La conférence de Paris sur les changements climatiques, la COP21, a été officiellement lancée ce lundi au parc des expositions du Bourget. 150 chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole pour affirmer leur engagement face au réchauffement climatique. Dans son discours d'ouverture, le président français François Hollande a rappelé aux participants que les déclarations d'intention ne suffiront pas pour résoudre la crise climatique. Pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Par ailleurs, le Maroc, qui accueillera la COP22 en 2016, a mis l'accent sur le caractère prioritaire de promouvoir le transfert des technologies en faveur des pays en développement. Dans le discours royal dont la lecture a été donnée par Son Altesse royale le prince Moulay Rachid, Sa Majesté Mohammed VI a aussi insisté sur la nécessité de mobiliser les financements nécessaires afin que ces pays puissent faire face au changement climatique. La crise climatique est l'ultime injustice qui frappe les plus vulnérables. Les effets du changement climatique concernent autant, sinon plus, les pays en développement, et surtout les États d'Afrique et d'Amérique latine les moins avancés, ainsi que les petits États insulaires. Est-il légitime que les prescriptions pour la protection du climat soient dictées par ceux qui sont les premiers responsables du réchauffement de l'atmosphère? Le continent africain mérite une attention particulière, un continent qui, partout, s'éveille et se découvre et prend confiance. C'est donc en Afrique, continent de l'avenir, que se jouera l'avenir de notre planète. Dans ce contexte, la promotion des transferts de technologies et la mobilisation des financements en priorité en faveur des pays en développement sont fondamentales. Le souverain marocain a par ailleurs rappelé la stratégie et le plan d'action du royaume en matière d'environnement, à commencer par la politique des barrages. Conscient de l'importance de cet acquis structurel et central pour l'avenir du Maroc, nous avons veillé à son renforcement, ce qui a permis au royaume de se doter de 140 barrages classés dont près du tiers ont été construits au cours des 15 dernières années. L'engagement du royaume s'est également traduit par le développement des bassins versants qui permettent de canaliser l'eau sans détruire ni déstabiliser les écosystèmes. Le Maroc a en outre mis en place et défendu, non sans difficulté, lors des négociations avec ses partenaires, une politique de pêche responsable pour protéger ses ressources halieutiques. Afin d'assurer un développement durable et protéger l'environnement, une série de mesures et de réformes a aussi été mise en œuvre. Depuis la prise de conscience de l'urgence climatique à Rio en 1992, le Royaume a résolument inscrit sa politique volontariste en matière de développement durable et de protection de l'environnement dans l'effort global de la communauté internationale à travers une série de réformes constitutionnelles, législatives, institutionnelles et réglementaires. La charte de l'environnement, le plan Maroc vert, le plan d'investissement vert, l'interdiction des OGM et la récente loi sur les déchets plastiques sont autant d'expressions de cette mobilisation et de cette cohérence. Le Maroc compte également porter à 52% la part des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Nourri par la même démarche qui privilégie le long terme, le Royaume du Maroc est devenu l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique dans le monde et plus particulièrement sur le continent africain. C'est ainsi que l'objectif de 42% qui avait été fixé pour la part des énergies renouvelables dans la réponse à apporter à nos besoins en 2020 a récemment été porté à 52% à l'horizon 2030 par son caractère ambitieux et substantiel. La contribution prévue déterminée du Maroc à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques confirme cette démarche avant-gardiste du Royaume. Canada is back, my good friends. We're here to help,
to build an agreement that will do our children and our grandchildren proud. C'est en ces termes que le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé le retour du Canada sur la scène internationale afin d'aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s'adapter au changement climatique. Ottawa s'engage d'ailleurs à verser 2,65 milliards de dollars sur 5 ans à cet effet. Au début de son allocution, Justin Trudeau a précisé qu'un cadre pan-canadien sera élaboré pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Le Canada compte bâtir une économie durable basée sur des technologies propres et des infrastructures vertes. Ce cadre comprendra des cibles nationales de réduction des émissions et, plus important encore, un plan concret pour les atteindre. Les meilleures données économiques et scientifiques serviront de base aux options stratégiques, lesquelles comprennent la tarification du carbone, l'appui aux initiatives d'efficacité énergétique, l'électricité et les technologies de transport propres, ainsi que les bâtiments et les infrastructures durables. Nos efforts seront principalement axés sur l'adaptation. Ce plan tiendra également compte de la situation des provinces et des territoires et de leur approche stratégique, qu'il s'agisse d'un système de plafonnement et d'échange, de l'interdiction de la production d'électricité à partir du charbon, d'innovation de calibre mondial en matière de capture et de stockage du carbone, ou d'une taxe sur le carbone sans incidence sur les recettes. Une large place sera aussi accordée à l'innovation avec un appui particulier au secteur énergétique, forestier et agricole. Un appui qui aiderait ces secteurs à concevoir des technologies leur permettant de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de créer des emplois de qualité et contribuer à une croissance économique durable. I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter, to say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it. Dans son allocution, le président américain Barack Obama a reconnu le rôle des États-Unis dans les changements climatiques. Il a affirmé que son pays assume sa responsabilité pour trouver une solution au problème. Il a insisté sur l'urgence d'agir pour sauver notre planète et assurer un monde meilleur aux générations futures, car, as one of America's governors has said, we are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Le président Obama a appelé les chefs d'État et de gouvernement à offrir les aides nécessaires aux pays qui manquent de ressources pour atteindre leurs objectifs climatiques, aux pays qui souhaitent éviter la phase sale du développement et à ceux qui devraient se préparer pour faire face au changement climatique devenu inévitable. And let's make sure that the countries who don't yet have the full capacity to report on their targets receive the support that they need. Here in Paris, let's reaffirm our commitment that resources will be there for countries willing to do their part to skip the dirty phase of development. And I recognize this will not be easy. It will take a commitment to innovation and the capital to continue driving down the cost of clean energy. Here in Paris, let's also make sure that these resources flow to the countries that need help, preparing for the impact of climate change that we can no longer avoid. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. L'Afrique est justement le continent qui contribue le moins au gaz à effet de serre, avec 2% seulement, mais qui subit le plus les effets de ces émissions. Le défi qui attend les pays africains est de taille. Selon le Fonds monétaire international, sur les 25 pays les plus pauvres du monde, 21 se trouvent en Afrique. Ces pays auront donc la tâche d'assurer leur croissance économique tout en émettant moins de gaz à effet de serre. Pour relever ce défi, les pays du continent noir ont sollicité des aides financières pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques et réaliser leurs objectifs. Mon pays, la Côte d'Ivoire, entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre
de 28% à l'horizon 2030. Pour ce faire, mon gouvernement entend porter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 16%, mettre l'accent sur la reforestation et le développement d'une agriculture neutre en carbone. La mise en œuvre de ces mesures nécessitera la mobilisation d'importantes ressources financières. Le président ivoirien Alassane Ouattara estime par ailleurs que les sommes qui devraient être accordées aux pays en développement demeurent insuffisantes. L'engagement des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 en faveur des pays en développement doit demeurer un élément central de nos discussions. Ce montant nous paraît toutefois bien en deçà des ressources nécessaires pour faire face aux défis liés au réchauffement climatique. En outre, il convient dès à présent de prévoir les modalités de financement pour l'après-2020. Même son de cloche du côté du président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui exige que les pollueurs payent. Le Niger et les pays du Sahel attendent par conséquent des pays partenaires développés et émergents un signal fort sur leurs engagements, notamment celui de mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 pour financer les politiques climatiques à travers les fonds verts, ce montant devant être revu à la hausse au-delà de cette période. Le Niger attend évidemment de voir cet accord réserver une place de choix aux questions importantes, notamment la prise en compte de manière équilibrée des actions d'atténuation et des actions d'adaptation en ce qui concerne le financement, ainsi que la définition de mécanismes clairs pour garantir ce financement. Le dérèglement climatique menace aussi les ressources des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est et compromet leur développement humain. C'est le cas par exemple du Cambodge. Le Cambodge, comme beaucoup d'autres pays dans cette assemblée, est dans une phase critique de son développement. Nous devons simultanément nous attaquer à la pauvreté, faire croître notre économie, développer nos industries, améliorer la qualité de nos ressources humaines et des services sociaux, assurer notre approvisionnement énergétique et rester compétitifs dans un environnement régional et mondial ouvert. Une part croissante de nos ressources publiques a déjà été attribuée pour répondre au changement climatique. Cela démontre un haut niveau d'engagement, malgré une très faible part du Cambodge dans les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, nous ne pouvons pas atteindre seuls ces objectifs ambitieux. Des ressources financières et des transferts de technologies sont nécessaires pour que les pays en développement puissent jouer pleinement leur rôle dans la réponse au changement climatique. Les dirigeants du monde réunis à Paris tenteront au cours des 11 jours de trouver un accord universel et unanime. Selon François Hollande, pour que la conférence de Paris soit un succès, l'accord doit être solidaire mais différencié en fonction de la responsabilité de chaque pays. La première condition, c'est que nous devons dessiner une trajectoire crédible permettant de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius ou même 1,5 degré si c'est possible. Il faudra, pour que nous soyons sûrs d'être sur cette trajectoire, prévoir une évaluation régulière de nos progrès au regard des conclusions de la science et donc mettre en place un mécanisme de révision à la hauteur de nos engagements avec des rendez-vous tous les 5 ans. La deuxième condition, c'est que nous apportions aux défis climatiques une réponse solidaire. Aucun État ne doit pouvoir se soustraire à ses engagements, même si un mécanisme de différenciation pourra prendre en compte les niveaux de développement et les situations. Aucun territoire ne doit être laissé seul face au dérèglement climatique, et notamment les pays les plus vulnérables. Enfin, la troisième condition, c'est que toutes nos sociétés, dans leur grande
pluralité, diversité se mettent en mouvement. L'ensemble des dirigeants locaux, des investisseurs, des acteurs économiques et sociaux, des citoyens et même des grandes consciences, des religions, tout ce qui contribue à ce qui façonne l'esprit public mondial, tout ce mouvement doit comprendre que la donne a changé. Là est la clé pour relever le défi climatique. C'est un fait. Les contributions climatiques des 184 pays présentés ne sont pas suffisantes pour maintenir le réchauffement en dessous des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Il reste à espérer que la conférence de Paris aboutisse à un accord contraignant comme le souhaitent la plupart des pays, surtout non industrialisés.